J'ai réalisé cette vidéo à partir des 3 ouvrages qui s'affichent au-dessus de ma tête. Si la vente d'Alstom à General Electric en 2014 revient dans l'actualité en 2019, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que General Electric n'a pas du tout tenu ses engagements en termes de création d'emplois. Bien au contraire, au lieu d'en créer 1000, il en a détruit plus d'1 millier et s'apprête à fermer un site. Les salariés de Grenoble et de Belfort en sont les premières victimes. La deuxième raison est l'ouverture par le parquet de Paris d'une enquête concernant les circonstances de cette vente et le rôle joué par Emmanuel Macron. En juillet 2019, la procédure a été transférée au parquet national financier. En fait, derrière cette opération Alstom General Electric se profilent 3 scandales. Le premier est la guerre économique souterraine que mènent les USA depuis 2 décennies dans le monde entier sans susciter la moindre réaction de nos gouvernants, tant français qu'européens. Je vais vous lire quelques extraits de ces ouvrages. D'abord sur le piège américain. Depuis plus de 10 ans, les États-Unis, sous couvert de lutte contre la corruption, sont parvenus à déstabiliser les plus grandes multinationales européennes, en particulier les françaises. Le ministère américain de la Justice poursuit leurs cadres supérieurs, parfois les jette en prison et pousse ces sociétés à payer des amendes colossales en les contraignant à plaider coupables. Autre série d'extraits que je vais lire, c'est sur le scandale d'État. Comment une amende de 772 millions de dollars et des poussières transforme-t-elle un fleuron de l'industrie française en filiale d'un groupe américain sans concurrent direct depuis des décennies? Il s'agit du dernier épisode de la guerre économique qui a contraint un groupe industriel français à céder les 2/3 de ses activités à General Electric. Le département de la justice des États-Unis a imposé à Alstom un accord négocié au terme duquel le groupe français s'est vu condamné à verser la plus grosse amende jamais infligée à une entreprise pour une affaire de corruption. Autre extrait d'un article de Valérie Segon cité dans cet ouvrage. En se posant en grand justicier des affaires économiques dans le monde, les États-Unis imposent leur justice négociée, récupèrent des milliards de dollars d'amende pénale et somment les entreprises du monde entier d'appliquer leurs règles. Et au passage, ils aident leurs entreprises dans la concurrence mondiale en leur permettant d'acheter nos entreprises à bas prix. Et quelles sont les règles dictées par les États-Unis pour mener cette guerre économique? Je lis encore, le principe de base de ces règlements est l'extraterritorialité. Toute entreprise cotée aux États-Unis ou qui a utilisé le dollar dans les faits incriminés ou dont les mails ont transité par un serveur basé aux États-Unis peut tomber sous le coup de la justice américaine. Et pour terminer sur ce premier scandale, il faut préciser que la règle commune aux États-Unis, c'est le plaider coupable pour négocier la sanction et éviter des peines énormes tant en années de prison qu'en montant financier. Le deuxième scandale est lié au caractère stratégique de l'activité d'Alstom, l'entreprise cédée à General Electric, ce qui nous met sous la dépendance des États-Unis tant au niveau de la production énergétique que dans le domaine de la défense nationale. Là aussi, je vais vous lire quelques extraits de cet ouvrage. Alstom n'est pas une entreprise comme les autres. Elle fait partie du patrimoine national, présent sur toutes les technologies, numéro 1 mondial pour l'hydraulique. Alstom est également le leader incontesté dans la fabrication de turbines de l'îlot conventionnel des centrales nucléaires. Sa dernière née, Arabelle, est l'une des turbines les plus fiables au monde. Alstom assure la maintenance des 58 centrales nucléaires françaises et de 7 à l'étranger. Et maintenant, ce sont les États-Unis qui auront la charge de la maintenance des centrales nucléaires. Alstom est un des acteurs incontournables de la transition énergétique, ce qui fait du groupe l'un des piliers de l'activité économique du XXIe siècle. Quant au problème de la défense nationale, je lis cet extrait, cerise sur le gâteau, le groupe américain devient le propriétaire d'une société spécialisée dans le traitement des données satellitaires, Satellite Tracking System.
En France, elle a notamment pour clients Thales et la direction du renseignement militaire. Pourquoi le ministère de la Défense a-t-il laissé faire et ignoré les mises en garde des services quant à la cession AGE de Satellite Trading System? On aurait pu sortir cette société qui n'a rien à voir avec l'énergie du deal Safran. Thales aurait pu la récupérer. Voilà pour ce deuxième scandale, apparemment irréversible, espérons que non. Le troisième scandale tient au fait que pour effectuer cette vente nuisible à la France, il a fallu des complicités françaises. Des complices, les États-Unis vont user de tous les moyens pour s'en faire quelques-uns en France. Par ordre chronologique d'arrivée, on va citer Clara Guémard. Vous savez, l'épouse d'Hervé Guémard, ex-ministre de Chirac, qui s'était rendue célèbre dans les années 2000 par ses 800 mètres carrés d'appartement. Revenons à Clara Guémard. Elle est recrutée en 2006 par General Electric pour jouer les intermédiaires. Je lis encore un extrait de l'ouvrage. Clara Guémard est donc envoyée par Jeff Immelt, qui est le PDG de General Electric, en mission. Elle doit sonder le gouvernement sans trop s'avancer. Elle profite d'un déplacement d'Arnaud Montebourg, qui était le ministre de l'économie actuel, qui accompagne François Hollande aux États-Unis pour prendre un café avec lui le 11 février au Sofitel de Washington. Clara Guémard, une fois la vente effectuée, quittera General Electric en 2016, mais elle sera récompensée pour ses bons et loyaux services. Je lis un article de Mediapart. Depuis qu'elle a quitté General Electric, où elle a joué un rôle actif lors du rachat d'Alstom, Clara Guémard s'est lancée dans la finance privée. Seulement, GE l'a encore rémunérée en 2017 contre des conseils et Bouygues, principal actionnaire d'Alstom, a décidé de soutenir sa reconversion en la nommant à son conseil et en finançant son fonds, au mépris de toute déontologie. Le deuxième complice n'est autre que le PDG d'Alstom, Patrick Cron. Pour s'assurer de la complicité de Patrick Cron, PDG d'Alstom et pièce maîtresse sur l'échiquier, les États-Unis vont employer les grands moyens. En 2010, le FBI ouvre une enquête pour corruption contre Alstom concernant une vente de centrales nucléaires en Indonésie de 2002, soit 8 ans auparavant. C'est alors la menace d'une incarcération pour les dirigeants d'Alstom et d'une amende record. En 2013, Patrick Cron conseille à ses cadres, à une centaine de ses cadres, de ne plus se rendre aux États-Unis pour éviter une éventuelle arrestation. Mais sur cette liste ne figure pas un certain Frédéric Pierucci, haut cadre dirigeant, qui lui pense pouvoir se permettre d'aller aux États-Unis. C'est ainsi qu'en avril 2013, il débarque à l'aéroport de New York et se voit arrêté, menotté et jeté en prison dans des conditions effarantes. Il y passera 3 années de sa vie. Il est rapidement lâché par la direction d'Alstom, qui ira même jusqu'à le licencier, devinez pourquoi, pour absence prolongée du bureau. Il ne sera pas plus soutenu par les dirigeants politiques français. C'est intéressant de lire son témoignage dans Le Piège américain. La peur va s'installer chez les autres dirigeants d'Alstom, qui ne pourront plus se déplacer ni aux États-Unis, ni dans les pays où il y a des accords d'extradition avec les États-Unis. Ils vont donc être soumis au diktat de General Electric. Pour convaincre les dirigeants politiques français de l'urgence de vendre Alstom à General Electric, Patrick Cron ne va pas hésiter à mettre en place un stratagème frauduleux pour arriver à ses fins. Le 21 janvier 2014, Patrick Cron convoque une conférence de presse pour annoncer qu'Alstom connaît de graves difficultés financières. Aussitôt, le cours de l'action chute en bourse et Bouygues, qui est le principal actionnaire d'Alstom et qui a intérêt à cette vente, va participer à cette malversation en manipulant ses comptes, ce qui va encore aggraver la chute du cours en bourse. Mais ainsi est démontrée l'urgence de trouver un partenaire financier pour assurer la survie d'Alstom.
Mais c'était une information totalement erronée. Les documents financiers qui seront publiés par la suite prouveront le contraire. La situation d'Alstom n'avait rien d'alarmant. Quelques semaines plus tard, le 9 février 2014, les deux PDG, Jeff Immelt pour GE et Patrick Kron pour Alstom, se retrouvent dans un palace parisien en grand secret pour jeter les bases d'un accord. Mais le secret est vite éventé, il y a eu une fuite et c'est l'agence Bloomberg qui va dévoiler. Ainsi, General Electric est en discussion pour racheter Alstom, indiquent des personnes ayant une bonne connaissance du dossier. Ce serait la plus importante acquisition que GE ait jamais réalisée. À cette annonce, le ministre de l'économie d'alors, Arnaud Montebourg, va réagir très vivement. Il n'est pas du tout favorable à une reprise d'Alstom par les Américains. Il préférerait que ce soit l'Allemand Siemens. Or, son autorisation est indispensable pour vendre Alstom. Alors, dans les mois qui suivirent, les tractations vont aller bon train. Il convient de trouver un habillage pour sauver la face des dirigeants français et de Montebourg en particulier. General Electric n'aura guère fait de concessions durant toute cette période. Mais quand en août 2014, Arnaud Montebourg s'en va et il est remplacé par Emmanuel Macron, le dernier rempart est levé, car Emmanuel Macron est très favorable à cette reprise par General Electric, qui s'y emploie d'ailleurs lui depuis 2012. Et c'est en novembre 2014 que la vente est définitivement scellée, au grand détriment de la France. Le prix de cession est de 7,6 milliards de dollars, mais Alstom est quand même condamné à une amende de 770 millions de dollars, un niveau record jamais atteint dans d'autres entreprises. Et croyez-vous que tous ces protagonistes, complices et menteurs aient été sanctionnés? On l'a vu, Clara Guémard a été récompensée de ses bons et loyaux services. Patrick Kron, qui a menti effrontément sur la situation financière d'Alstom et manipulé le cours en bourse, n'a pas subi la moindre sanction. Au contraire, en quittant General Electric Alstom, il bénéficie d'une prime de 4 millions d'euros. L'autorité des marchés financiers, qui a pour mission de vérifier la fiabilité des informations diffusées, n'a pas bougé devant la désinformation du PDG d'Alstom et n'a pas non plus été sanctionné pour cette carence dans sa mission. Quant à Bouygues, qui depuis 2012 cherchait à se débarrasser à très bon prix de ses actions et qui a participé à la manipulation du cours en bourse, n'a pas non plus été sanctionné. Au contraire, il vient de réaliser en novembre 2019 une belle plus-value sur la revente partielle de ses actions. Alors, il n'y a pas de justice? Eh si, une petite lueur d'espoir. Comme je vous l'ai dit au début, le parquet de Paris a été saisi d'une enquête pour pacte de corruption et qui vise le ministre de l'économie d'alors, qui est aujourd'hui le président de la République, Emmanuel Macron. En effet, les députés ont été intrigués par le montant de la somme des honoraires, 276 millions d'euros, qui ont été versés à des cabinets conseils lors de la vente d'Alstom à General Electric. Je lis cet article de Mediapart. Une commission d'enquête parlementaire sur la politique industrielle présidée par le député LR des Républicains Olivier Marleix a rendu ses conclusions fin 2018, dans lesquelles sont évoqués un éventuel pacte de corruption. En effet, ce député a relevé de bien curieuses coïncidences entre l'identité des généreux donateurs de la campagne présidentielle de Macron et les personnes impliquées dans la cession d'Alstom à GE. Je lis ce qu'a écrit ce député. Le fait que l'on puisse retrouver dans la liste des donateurs ou des organisateurs de dîners de levée de fonds des personnes qui auraient été intéressées aux ventes précitées, Alstom, Technip, Alcatel,
ne peut qu'interroger. S'il était vérifié, un tel système pourrait être interprété comme un pacte de corruption. En janvier 2019, le député a saisi le parquet de Paris pour mener une enquête sur ce pacte de corruption et le parquet de Paris n'a pas enterré l'affaire, au contraire, il a transféré la procédure au parquet national financier. D'autres procédures sont aussi en cours. L'association contre la corruption Anticor a déposé plainte pour détournement de fonds publics et corruption en justice. L'intersyndicale de Belfort a aussi déposé plainte auprès du tribunal administratif pour non-respect des engagements au moment de la vente en novembre 2014 contre l'État. Enfin, pour terminer, espérons que le parquet financier et le tribunal administratif mèneront ces enquêtes jusqu'au bout et ne céderont pas aux probables pressions des hommes politiques. Si vous voulez plus d'informations sur cette histoire, ô combien passionnante mais ô combien triste, 3 ouvrages dont je vous ai parlé au début. Alstom, scandale d'État, il a été écrit en 2015, mais il raconte bien toute l'histoire d'Alstom, avec des détails parfois un peu trop techniques. Deuxième ouvrage, Le piège américain, c'est le témoignage de Frédéric Pierucci, le cadre d'Alstom qui a été 3 ans en prison aux États-Unis. Et enfin, un livre dont je n'ai pas parlé, Dominique Manotti, Racket, c'est un polar palpitant qui a été écrit sur la base de l'intrigue de la vente d'Alstom AGE. C'est facile à lire. Voilà, espérons que le cours de la justice, je renouvelle cette demande, que le cours de la justice suivra.